On a parlé aussi de classification des signaux. Je pense que c'est sur ça qu'on s'est écouté. Il y avait pratiquement survolé tous. OK. Donc, j'ai parlé des classifications. On a parlé du bruit. C'est vrai, le bruit fait partie des éléments. On a dit que ce sont des éléments perturbateurs. Donc, la transmission ou même la perception du signal est perturbée par des parasites. Donc, ce sont des parasites qu'on appelle, on résume sur le vocal, et sur la relativité de ce qui peut être appelé bruit. Et j'ai donné un peu des exemples de contextes qui peuvent faire que on peut estimer que quelquefois, en fonction de sa position, de son objectif, ce qui est pour nous l'information peut être un bruit pour l'autre en fonction de ce qu'on recherche. Voilà. Et j'ai dit, quand on va arriver sur le cas particulier des images qui sont des signaux à deux dimensions, il faut faire attention, notamment dans le cas de l'analyse en composante principale. On ne remet pas en cause le fait que quand on fait une analyse en composante principale, la bonne partie où l'essentiel de l'information et la plus grande quantité d'informations se retrouve dans les trois premières composantes. Mais j'ai dit, quelquefois, ce qu'on recherche n'est pas dans la grande quantité, mais qui peut se retrouver dans les autres composantes principales qu'on considère comme étant quelquefois enrichies juste des débits des récipients. Donc, ce qu'on recherche peut être dans le. Ensuite, on a dit aussi que dans les traitements du signal, on peut être amené à l'un des objectifs, c'est de débarrasser donc de l'information principale du bruit. Donc, ça nous permet de calculer ce qu'on appelle le signal, le rapport signal-bruit, qui permet d'apprécier la qualité du signal, donc de l'information qu'on va percevoir beaucoup, donc du processus d'information. J'ai donné trois formules qui permettent donc d'apprécier, de calculer le signal, le rapport signal-bruit. Et j'ai dit, dans un exercice quelconque, on peut vous donner un certain nombre de paramètres en fonction des formules, et puis on vous demande de chercher l'autre paramètre qui reste, et sur la base des résultats que vous allez trouver, de donner une appréciation de la qualité finale en sortie avec un tel rapport signal. C'est bon? Ensuite, j'avais abordé, mais de façon un peu plus, donc les différents types de signaux, et j'ai dit qu'au-delà de tout ce qui est exemple, il y a ce qu'on appelle la classification, la théorie du signal, la théorie de l'information, on va pas revenir, mais on s'est séparé sur la classification des signaux. Donc, j'étais allé un peu plus vite. Mais ce qu'il faut noter, c'est que on a plusieurs éléments, plusieurs critères de classification. Et on met l'accent généralement sur 4 critères majeurs. Donc, le caractère visible, donc déterministe, on peut être le fait qu'on peut prévoir le comportement donc, du signal du lien. Donc, on parle de caractère déterministe ou il est soit déterminé ou aléatoire. Donc, mais j'ai envie de poser cette question. Est-ce que de façon réelle, il existe des signaux déterministes? Est-ce que dans la réalité, les signaux sont déterministes ou aléatoires? Ça revient à la même question. Ça fait penser à l'autre question. L'autre élément dont on avait parlé, on faisait le petit calcul de classification. On a parlé des signaux finis ou infinis. La puissance finie, la puissance infinie. Est-ce que normalement, on peut prévoir dans un environnement quelconque, on peut prévoir le comportement des signaux?
est-ce qu'il est plus aléatoire que déterminisme? Donc, j'avance. C'est une question à faire. On peut aussi passer les signaux par rapport à la puissance énergétique, donc le caractère énergique qu'il y a dedans. On peut aussi parler de la difficulté. Généralement, quand on parle de difficulté au niveau discret, on est en train d'aborder le champ de traitement numérique, tout ce qui est dans le caractère numérique commence à être dans l'approche de l'utilisation. Et donc, on peut aussi, en fonction aussi de la fenêtre, donc de l'ouverture du signal, on peut aussi faire cette classification. Donc, la suite, du coup, ce sont ces éléments-là qu'on essaie de détailler. Quelles sont les différentes typologies qu'on peut avoir. Alors, si on prend le cas de la dimension, on travaille par le j'avais parlé de la 1 dimension, 2 dimensions, et j'attire votre attention sur le fait que notre matière première, on prend le travail, ce sont les typos à 2 dimensions, c'est-à-dire les images. Et quelquefois, on peut se plaire à faire des modèles numériques qui sont également des éléments en lien avec l'approche 3D. Généralement, on peut classer en fonction de cela, on peut faire cette classification des signaux et donc, l'une des difficultés aussi, ce n'est pas une difficulté, mais c'est que vous devez savoir, c'est qu'on peut faire un mixage des différentes catégories. Voilà. Si on parle d'un signal à 2 dimensions, il peut être continu, il peut être aléatoire ou déterministe, ainsi de suite. Donc, on peut faire des combinaisons en fonction des différents caractères des qualifications. Ensuite, j'ai présenté ce tableau qui est en fait un résumé de cette classification selon le caractère déterministe ou aléatoire. Dans la question que je pose, je vais poser, je vais vous orienter sur la réponse que moi j'ai, c'est de prendre la nature ou les phénomènes naturels dans leur réalité. Donc, est-ce que moi, quand on dit qu'un signal est infini, est-ce que je suis en train de dire quand je mets une voix, cette voix-là peut se propager jusqu'à l'infini? Même dans le temps et dans l'espace, à un moment où ça finit. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, il y a ce qui est la réalité. Et pour étudier cette réalité, on peut être amené à faire des hypothèses, donc des éléments, des bases théoriques à partir desquelles on dit, bon, en considérant, donc c'est les mathématiciens qui vont nous fatiguer, en faisant l'hypothèse que nous sommes dans un espace infini, on va commencer à faire beaucoup de théories. Moi, je ne suis pas mathématicien, donc on ne va pas s'attarder sur ces approches maintenant. Donc, si on prend le caractère déterministe ou aléatoire, on en avait déjà parlé, on peut avoir ces deux grandes catégories qui s'étendent, comme je l'ai dit, sont des autres qualificatifs qu'on peut ajouter à ça. Il y a également cette autre schématisation qu'on peut faire. Et je parlais tout à l'heure d'hypothèse, et on dit que les probabilités partent du principe qu'elle peut admettre que les aléatoires, c'est-à-dire on peut commencer à se dire, si le signal se comporte comme sous la forme d'une sinusoïde, durant toute sa propagation, ça va garder la même forme depuis jusqu'à aujourd'hui. Ça m'amène toujours à la même question. Est-ce que dans la réalité, c'est vrai? Est-ce que dans la réalité, le son que j'émets qui part de la position où je suis jusqu'à la porte gardera le même comportement, gardera la même forme jusqu'à ce que ça arrive à la porte? A priori, je dis non. Dans la mesure où plus on s'éloigne, plus on moins on entend. Donc, ça veut dire que ce signal-là
peut suivre le fait donc de suivre son trajet et être atténué au fur et à mesure. Mais pour les questions d'études, le théoricien va se donner des hypothèses qui considèrent que ça se comporte de façon constante et avec les mêmes comportements. Et donc, sur cette base-là, on peut faire certains calculs pour mieux appliquer les différents. Autre élément de classification, c'est la morphologie. Donc, dans ce cadre-là, on avait parlé de ça déjà la semaine dernière. Il y a ce qu'on distingue généralement les signaux analogiques, les signaux numériques. L'analogie, on a dit, généralement, l'exemple que je donnais, c'est le pose du papier. Et à l'époque, c'est ça qui on était appelés avec l'évolution technologique et les outils informatiques, on a compris qu'on pouvait numériser ces signaux pour pouvoir les traiter et les manipuler à souhait comme on le veut. Et donc, on fait ce qu'on appelle la. Je me rappelle que d'ici l'année où Fernand soutenait, et on sorti pour digitaliser les cours de niveau. Et il a dit, j'avais dit digitaliser. Je suis pas non. Ah, mais c'est non là. Parce qu'à cette époque, c'était un vocabulaire assez particulier. Donc, dire à quelqu'un qu'on digitalise, bon, il veut chercher à comprendre, mais aujourd'hui, même le journaliste, il peut parler de digitaliser, bon, on parle plus de le franglais que le français lui-même, avec tous les mots empruntés, donc, vocabulaire dans le forme. Alors, on peut également, donc, on peut les placer sur quatre catégories. Donc, avec qui varie dans le temps ou dans l'espace super. Alors ensuite, les signaux sont nés, les signaux dans la quantité de l'entité que je vais et puis on arrive à une donc on connaît. Parce que la plupart du temps, c'est plutôt les images qu'on va trouver et on sera appelé parce que selon les données, on a eu beaucoup d'évolutions. Ici, quand on arrivait, on avait une aînée ici, dans le bureau qu'occupe aujourd'hui le docteur, sur lequel le docteur Noël, une dame de l'IGP, d'abord. Elle était et les images venaient sous forme de bande. C'était la seule qui savait lire, on les traduire dans le vieux. Vous allez sur un certain point. Ici, des lançades pour télécharger, vous donner en numérique, puis vous avez parce que cette phase-là, les images arrivaient quelquefois sous forme de photos, comme la page de là, pas aussi grande, mais sous forme de planches. Donc, vous allez numériser, scanner quelque part, et puis vous travaillez avec. Et l'autre moyen qu'on avait aussi pour préciser, je revois encore la disposition de cette salle. Les machines étaient au fond, au mur, étaient bien là-bas. Et puis, entre les deux, c'est-à-dire entre cette porte et la porte qui ouvre sur la terrasse là-bas, se trouvait une autre table qu'on appelle la table à digitalité. C'était des calvaires de certaines personnes qui sont et que le procès est adopté comme tout ça. Elle est là depuis ça. Donc, vous arrivez, vous prenez votre carte, par exemple, vous numérisez les coupes de niveau, parce que pour faire les modèles numériques, ce n'est pas comme maintenant, vous partez sur Internet, vous allez sur le site de USG, quelque chose là, et vous téléchargez un modèle numérique de terrain pour commencer à l'utiliser. Il fallait toi-même partir des coupes de niveau, donc les numériser, donc avoir une carte topographique et numériser ces coupes de niveau. Alors, je peux vous rappeler ici.
Donc, partir donc de ces coupes de niveau, ou même le réseau hydrographique, par exemple. Parce que quand les gens commençaient à parler de modélisation des bassins versants, pour que tu puisses modéliser ce bassin versant et étudier, il faut numériser, il faut avoir des données numériques pour pouvoir les traiter et les modéliser. Il faut aller mettre cette carte-là topographique sur la table à digitaliser et connecter à le logiciel s'appelait MicroStation. Puis la suite, tu viens passer sur les lignes et jusqu'à ce que tu finisses l'école de chaque jour. Si demain tu viens que quelqu'un a détaché ta carte, donc il aura dérégler, on disait simplement, il aura dérégler le calage que tu as fait. Tu vas venir t'arranger pour t'assurer que ta carte est recalée et retombée sur la disposition qui était déjà faite et puis reprendre ta digitalisation. Donc, on n'a pas la chance que c'est lui qui c'est quelqu'un qui traîne et peut retarder les travaux des autres. Donc, et puis, progressivement, on a découvert la Trècheville, un nombre de chutes de Trècheville, avec quelqu'un qui avait installé blanc-noir. Donc, ce n'était plus la couleur, mais le plus important, c'était d'avoir le document entier. On va vous scanner, soit en JPEG, ou en TIFF, idéalement. Vous venez, vous faites le calage de la correction géométrique, c'est-à-dire donc, je pense que c'est le stade le plus évolué avec l'époque aujourd'hui. Et puis après, au net, on a pu trouver. Moi, j'ai découvert une machine là-bas qui avait la taille d'un tambour sur lequel on enroulait entièrement les grands 4A0. Puis, dès que vous mettez actionner le système, le tambour tourne et ça numérise tout le monde. Donc, vous avez aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus, vous avez plus accès facilement aux données numériques, au point où même nos données personnelles, on a tendance à les numériser. Il y a quelqu'un qui nous séduit chaque fois qu'on arrive dans son bureau, le directeur général de l'université virtuelle. Si vous allez dans son bureau, sur son bureau, il n'y a pas de papier. Il y a juste son écran. Il dit, c'est zéro papier. C'est ça qui fait la vie. C'est l'université du numérique. Donc, lui, il estime qu'il doit donner l'exemple. Zéro papier. Comme c'est l'administration qui fait. Sinon, sur son bureau, vous n'avez pas tout papier. Toutes ces instructions, tout ce qu'il doit couper, il peut faire par le numérique. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des approches de traitement du signal et qui permettent aujourd'hui de nous faciliter la vie. Voilà. Au lieu de chercher des papiers pour savoir si tu as Covid ou bien de monter un papier, on dit qu'il faut présenter juste un code QR. Dès qu'on flash le code QR, il donne votre situation. Et si on veut avoir des données personnelles, si le système l'autorise, ça affiche tout ce que vous avez, tout ce que vous faites dessus. Donc, c'est aussi l'avantage de la numérisation. C'est bon? Donc, je ne rentre pas dans les détails. Donc, vous avez, sur la base de cette classification, la classification morphologique qui permet donc de distinguer les quatre types, combiner les différents critères. On peut avoir un signal discret continu, un signal discret, comment on appelle ça, et aléatoire, ainsi de suite. Donc, si vous combinez les deux termes, vous pouvez compter facilement les quatre signaux, les quatre signaux. Continu, c'est la notion, c'est la représentation. Vous avez continu. Et quand c'est discret, ça veut dire que vous pouvez décomposer plusieurs éléments qui sont associés, qu'on peut associer pour le passer. Mais en la réalité, rien n'est continu. Parce que quand vous allez enregistrer le comportement d'un signal, vous allez le faire ensuite ces coordonnées X et Y sous forme de points et puis après on peut lier les points. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là, tous ces petits détails qu'il faut avoir à l'esprit. Pour la suite du travail, j'ai pensé vous donner du travail. Mais on va finir cette partie d'abord. Et à la fin, je vais vous donner du travail pour approfondir. Donc, je vais vous exempter d'un certain nombre de travaux que vous avez fait.
avec ceux des années dernières, vous connaissez ça, c'est des exposés. Monsieur Kwasi Jano, vous Oui, professeur. Oh, je vous entends difficilement. On dirait que c'est un peu entrecoupé. Je ne sais pas si c'est là-bas ou... Les amis, je ne dis sans pas aujourd'hui. Hein. Il y a quoi? Hein? Vous êtes là? Parce que je vois, hein? Je vois que vous tombez tout. Je vois les yeux se fermer, tout ça. Je fais l'effort, je ne peux pas voir, mais ça commence à m'inquiéter. Hein? Hein? Avec les machines ouvertes attentivement. Alors, on peut aussi se parler d'une troisième catégorie de classification. On peut regarder la puissance de ces signaux et les classer en fonction de... S'il vous plaît. Oui. Vous suivez? Oui, le coup là. Bon, je suis, mais j'ai l'impression que la diapo là ne bouge pas. Je ne sais pas si nous sommes au même niveau. Moi, ça bouge. Hein? Ah. Demandez à vos amis aussi, ça bouge, non? Vos amis, on pensait que c'était une explication. Nous, on a pensé au résumé. Ah. Donc, depuis, je me rends compte que c'est... Non, j'essaie de faire les deux. Hein? Parce que sinon, il y a des gens qui vont sortir d'ici et puis ils vont dire qu'ils n'ont pas vu certaines choses. Donc, c'est ça que je passe à l'autre. Mais vous êtes, il y a un temps de réponse. Donc, il y a toujours en fonction de la qualité du signal de. Comment nous sommes sur la page de garde, professeur. Je ne sais pas si c'est bien là. Non, mais dans le partage, sur mon écran, nous sommes bien à la diapo 23. Et c'est ce qui est. Nous sommes sur la première image depuis là. Non, ça, c'est pas moi. Hein. L'écran est partagé. Oui, l'écran est partagé, mais il n'y a pas, rien ne bouge, il n'y a pas de défilement, rien du tout. Relancez vos choses connectées ou bien. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs fichiers qui sont ouverts puis partagés? Mais sinon, ce n'est pas ce que vous verrez. C'est ce fichier qui est partagé, sinon on ne verrait pas aussi non plus la première page. Wow. Je ne suis pas contre ce système, mais quand on en parle, tous les éléments viennent à propos. Il ne faut pas qu'on signe tout. Qui a en ligne en foi qui est ici là? Voilà, André, que ça vient de bouger. Là, nous sommes à la page 23 maintenant. Bon, donc, je n'ai rien fait. Je n'ai rien touché. Voilà. Si vous n'avez pas une bonne connexion, ça va traîner. Non, c'est une bonne connexion, professeur. Bon. OK. Aussi. Bon, moi, je me dis que avec une connexion filaire, ça dépend moins que c'est en Wi-Fi. C'est ça qui pour moi d'avoir une bonne connexion. Donc, c'est bon maintenant. On a suivi la classification énergétique. Hein? Non, nous sommes sur oui, classification énergétique, oui. C'est bon. Donc, il y a ça. Et j'ai dit que dedans, on peut avoir les signaux à énergie physique. Je pense que c'est ce qui est beaucoup plus réel. Et puis, les signaux à énergie à puissance moyenne. C'est bon. Et j'ai dit, certains signaux théoriquement n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre des deux catégories. La réalité, elle est virtuelle et difficile à percevoir. Et j'ai dit, pour les besoins de l'étude, on s'efforce souvent de prendre des hypothèses d'analyse et de travail. Si vous copiez beaucoup, vous fatiguez, puis sur le fichier là, vous l'avez. Sauf si vous n'êtes pas le prendre. Vous avez plus non. Donc, si vous copiez beaucoup, d'accord. Ok. Voilà.
Donc, on vous dit que les signaux à puissance moyenne finie possèdent une énergie finie et sont donc physiquement irréalisables. Souvent utilisés, par exemple, pour modéliser des générateurs et des signaux périodiques. Donc, on va partir de l'hypothèse pour dire ce signal-là, dans le temps, il va se comporter de cette façon et on va le traiter comme tel. Bon. Mon ami, tu as bloqué mon curseur aussi. C'est bon, vous êtes sur la classification spectrale aussi? C'est bon? Oui, professeur, c'est bon. Oui, oui. Ici, on a la possibilité de calculer, de déterminer ce qu'on appelle la largeur de la bande en fonction de, donc, de la fréquence de départ et de la fréquence de fin, la minimale et le maximum. On va calculer la largeur et les valeurs de cette largeur-là, la puissance, nous permettent de déterminer donc de classer donc ces différents signaux. L'année dernière aussi, à l'examen des premières sessions, j'ai donné des exercices comme ça aussi. Donc, j'ai donné les différents signaux et puis j'ai donné les valeurs des fréquences minimales et des fréquences maximales. Et puis, j'ai demandé de calculer, de déterminer donc la largeur et entre les trois types les trois signaux avec ces différents paramètres et les classer soit par signaux de bande large, les signaux de bande à bande étroite. C'est bon? Donc, vous avez la puissance de départ et la fréquence de départ, pardon, puis la fréquence minimale et la fréquence maximale. Et si on vous donne ces deux valeurs, ça vous permet de déterminer la largeur de la bande, donc qui est la bande spectrale. Et cette valeur permet de calculer. La gymnastique qu'on peut faire bon, l'année dernière, j'avais donné une série de fiches d'exercices avec beaucoup d'exercices que chacun pouvait chercher à faire bon, avec des réponses. Ça permettait de se rappeler tout ce qu'on fait, les matériels, le passage des X à droite, en puissance, tout ça. Donc, dans toutes les unités de puissance, tout l'énergie, de naviguer entre les différentes sortes de puissance. En principe, ces petites formules-là ne vont pas vous emmerder. Donc, quand vous avez le rapport, c'est-à-dire la largeur des bandes est plus petit que la moyenne, en ce moment-là, on dit que vous avez un signal à bande étroite. Si la largeur, donc le rapport donc, de la largeur de votre bande spectrale est plus grande que la moyenne, donc vous avez un signal avec un cercle élevé. Donc, on peut toujours sur cette base même affiner davantage. Donc, on vous donne ici, pour les bandes de signaux à bande étroite, on vous donne une autre catégorie de classification, donc en fonction des différentes, la valeur donc, de la fréquence. Et c'est ce qui permet de distinguer les fréquences des radios hautes, basse fréquence, haute fréquence, moyenne fréquence, etc., etc. Donc, vous avez ici les paramètres qui vous permettent de faire. Et ça ne doit pas vous surprendre parce que lorsqu'on parle de spectre, vous vous rappelez la chose qu'on appelle ça, la physique fondamentale de la télédétection où on vous donne donc toute le spectre électromagnétique et vous avez toutes les longueurs d'onde à partir desquelles vous pouvez composer tout le spectre avec le visible, l'infrarouge, le moins infrarouge, l'ultraviolet. Donc vous avez toutes ces gammes-là qui permettent donc de faire ça. Là, à la conclusion. Alors, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que les signaux, on peut les mesurer, et donc, on peut les mesurer, on peut les enregistrer. Et si c'est parce qu'on peut le faire aujourd'hui de façon numérique, on peut les traiter. Et ce sont ces signaux-là qui sont les supports d'information, c'est-à-dire c'est eux qui permettent de vérifier
l'essentiel de l'information et on a donné la catégorie des informations. Et grâce à l'évolution technique, on peut aujourd'hui faire faciliter les traitements des informations. Donc, le prochain chapitre et le dernier que j'ai appelé une initiation à le traitement du signal, c'est celui qu'on va parcourir tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais avoir, je suis disponible avec vos questions et avoir aussi le partage de ce que vous avez trouvé pendant vos recherches en préparation de ce cours. C'est bon?